Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Boys Club 2.0, c'est le Boys Club des hommes d'aujourd'hui, des hommes déconstruits, des hommes qui prennent les choses en main, notamment du point de vue de la contraception. On va parler de la santé sexuelle et reproductive et de la place des hommes dans ce domaine. Aujourd'hui, la gestion de ces questions, ça retombe encore bien souvent sur les femmes. Éviter les grossesses, ça reste dans l'immense majorité des cas au sein du couple hétérosexuel leur responsabilité. On a beaucoup dit qu'il n'existait pas de solution pour la contraception du côté masculin à part l'éternel préservatif. Et si on va sur le site de la Haute Autorité de Santé, pas plus tard qu'hier, on constate qu'en fait, il y a seulement 3 méthodes de contraception qui existent pour les hommes et qui sont officiellement annoncées. C'est le préservatif, la vasectomie et le retrait. Alors, on n'est peut-être pas tous et toutes d'accord avec ces méthodes-là. Donc, on a justement avec nous 2 spécialistes de ces questions. Le docteur Patrick Papazian, bonjour. Vous êtes médecin sexologue et vous allez nous parler de ce que vous voyez, ce qui se passe dans vos consultations où vous découvrez qu'en fait, il y a un fort manque d'informations chez les hommes aujourd'hui. Et puis, on est également avec Maxime Labrite. Bonjour Maxime. Bonjour. Infirmier, consultant en contraception dite masculine, en tout cas des personnes qui ont des testicules et donc doivent faire attention de l'endroit où ils mettent leurs spermatozoïdes. Et vous allez nous dire quelles sont les méthodes modernes dont les hommes modernes peuvent se saisir pour arranger la situation au sein du couple hétérosexuel pour éviter des grossesses notamment. Alors, on va commencer avec quelques questions. Je vois qu'il y a quelques hommes dans la salle. Je voudrais d'abord les remercier chaleureusement de se joindre à cette discussion pour en apprendre davantage. Merci à vous, messieurs. Je vois que les femmes sont là quand même parce que, après tout, l'information passe aussi par elles. Et je vois que ça commence très jeune. Première question, Patrick Papazian. L'éducation sexuelle à l'école, elle est quand même beaucoup fondée autour du risque et notamment de comment éviter les grossesses. Est-ce qu'elle est d'abord suffisante et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses ? Alors, pour répondre directement, je dirais non, elle est insuffisante. Elle est insuffisante qualitativement et quantitativement. Qualitativement parce qu'en effet, elle est basée sur le risque. Donc, en gros, les 3 grands risques, grossesse, infection sexuellement transmissible, VIH et violence sexuelle, ce qui est capital, ce qui est très important. Mais on parle assez peu de désir, de plaisir, de tous les fondamentaux de la sexualité, de la vie relationnelle, affective, qui pourtant devraient être dedans. Et quantitativement, parce qu'on sait bien qu'en réalité, les fameuses séances d'éducation sexuelle qui devraient avoir lieu en milieu scolaire n'ont pas lieu. Et d'ailleurs, pas mal d'associations s'en sont émues et ont demandé à ce que ce soit appliqué, que les directives soient appliquées en milieu scolaire. Et du coup, les hommes se renseignent vraiment sur leur sexualité, le fonctionnement normal de leur pénis, de leur système reproductif, vers quel âge et dans quelles circonstances ? Alors, les hommes sont un peu, je dirais, laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on leur demande de découvrir par eux-mêmes comment tout ça marche. Et moi, quand je les reçois en consultation, leurs demandes sont souvent des demandes d'informations très basiques. Et si le point de départ, ça va être un dépistage d'infection ou un problème d'érection, par exemple, très vite, on va être amené à parler de comment c'est fait, comment ça marche, l'érection, le mécanisme, l'éjaculation, comment ça fonctionne, avec beaucoup, des fois, d'inquiétude de leur part, parce qu'ils n'ont pas les éléments de base pour comprendre leur corps. Je pense pas plus tard qu'hier à ma consultation, un monsieur qui s'inquiétait de la diminution du volume de son éjaculat et qui avait plus de 80 ans, mais en fait lui n'avait jamais eu l'information que physiologiquement oui ça pouvait diminuer et donc j'ai pu lui donner ce genre d'explication. 80 ans, c'était son premier contact sur les questions de sexualité ? Alors je pense pas que c'était son premier contact, mais j'ai beaucoup d'hommes dont le premier contact va arriver à la cinquantaine passée à l'occasion d'un problème de prostate. C'est-à-dire qu'au point même que d'ailleurs pour eux la prostate c'est le nom d'une maladie, j'ai la prostate. Donc on leur dit non, c'est non la un prostate organe. vous l'aviez depuis le départ, voilà c'est ça. Que les femmes n'ont pas. Elles en ont un peu, mais c'est... On apprend des choses. Alors Maxime, toi ton métier c'est infirmier. Tu es arrivé à la contraception masculine et aux questions autour de l'organe masculin sexuel à la trentaine, dans des circonstances particulières. Et toi-même tu as découvert que tu savais bien peu de choses sur ce sujet. Oui, exactement. Moi, j'ai découvert l'existence de la méthode thermique et de la méthode hormonale pour les garçons, les personnes avec testicules, à la trentaine. Je suis infirmier. À l'époque, donc c'était en 2016, je bossais dans le milieu plutôt de la grande précarité. Et donc l'accès aux droits et les luttes pour justement faire valoir ces droits dans le domaine de la précarité ou des personnes en situation de migration, je connaissais, c'était un peu mon métier.
Et je me suis rendu compte en fait que la contraception pour les garçons était en situation de grande précarité. Et donc professionnellement, j'étais assez en colère de ne pas avoir eu les informations, parce que je me suis quand même fait 4 années d'études du paramédical. À aucun moment on m'a présenté ces alternatives-là, alors qu'elles existent, ça fait une 40aine d'années. Enfin, c'est pas sorti du chapeau. Voilà. Et donc ouais, professionnellement, j'étais assez en colère, et personnellement aussi, j'ai passé les 10-15 premières années de ma vie sexuelle à être persuadé que je faisais à peu près bien en allant participer aux frais pour la pilule avec ma partenaire, en allant acheter des capotes, et j'étais persuadé qu'il n'y avait que ça. Et en 2016, je me suis retrouvé dans une impasse contraceptive avec ma partenaire, et donc j'ai relancé des recherches en pensant que peut-être je trouverais quelque chose, et au final, oui, j'ai trouvé des choses, quoi. Et non pas une méthode, mais 2 méthodes. Donc c'est quand même beaucoup, quoi. Voilà. Alors, ces méthodes, on en a un tout petit peu entendu parler il y a quelques années avec une BD qui s'appelle Les Contraceptés, qui a été faite par 2 journalistes qui se sont intéressés à la question. Toi, tu vas pas nous faire un dessin, tu vas nous faire une démo pour nous montrer comment ça marche. Okay. Et ça, c'est vraiment un cours de sciences nat que vous n'auriez pas à l'école, donc on est content, on applaudit. Alors, ceci est un postiche. C'est le premier truc que j'ai créé en collaboration avec une designeuse, Lucie Sauzet, et une artiste, Pau. Parce que l'idée de cette contraception, en fait, c'est d'internaliser les testicules. Et donc, il y a toujours la question, mais elles vont où, ces fameuses testicules? Donc, au lieu de me dessaper tout le temps, on a créé ça qui s'appelle le postiche testiculaire, que vous pouvez acheter en tant que professionnel. C'est un super média pour présenter les choses. Comment ça se passe, la contraception thermique par remontée testiculaire? Il faut se fournir un dispositif. Il y a une version anneau, il y a des versions textiles. Et le but du jeu, c'est de venir passer l'anneau sur la verge à l'intérieur, et après de venir glisser délicatement la peau du scrotum à l'intérieur de l'anneau. Ça a l'air fou comme ça, mais en fait, pas du tout. Une fois que la peau est passée, les testicules vont automatiquement s'ascensionner et se mettre ici, dans la poche pubienne. Elles vont s'internaliser. Et il faut savoir que les testicules sont externalisés du corps pour être à une température légèrement inférieure à celle du corps, de 1 à 1,5 degré. Sitôt que les testicules sont à la température du corps, le testicule va arrêter sa production. Ce n'est pas une méthode qui est efficace immédiatement, et la réversibilité aussi. On travaille sur des temps différés, parce que la production d'un groupe de spermatozoïdes, ça prend 2 mois et demi à 3 mois. Donc un garçon a tout le temps du stock disponible, il n'empêche, ce que je produis aujourd'hui, je ne l'éjaculerai que dans 2 mois et demi à 3 mois. Donc on est sur des actions différées. Un port d'une 15aine d'heures tous les jours, la nuit, le jour, comme on veut, peu importe. Un spermogramme avant, une consultation précontraceptive avant, ce qui va permettre de ramener les personnes avec des testicules dans des parcours de soins aussi. Et puis au bout de 3 mois, respermogramme pour vérifier que la personne est bien en dessous du seuil contraceptif, qui est de 1 million par millilitre. Et à partir de là, ça peut devenir soit l'unique méthode de contraception du couple, soit en combinaison avec d'autres méthodes de contraception. Et là, on est sur une méthode vraiment que de contraception. Pas de protection MST, IST, que les choses soient bien claires. Grande réversibilité et efficacité aussi à plus de 99%. Voilà. Ce dispositif, l'anneau, est en cours de certification. En 2030, vous pourrez l'acheter en pharmacie. Il sera même remboursé par la sécurité sociale. Et c'est un grand pas, et c'est une lutte qu'on est en train de gagner et qui a commencé il y a une 40aine d'années sur cette méthode-là. Voilà. Maxime, ce dispositif là sur ce pénis violet, il est très intéressant. En vrai, à le porter, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce qu'on peut croiser les jambes sans se pincer? Concrètement, comment ça fonctionne au quotidien? Bon, alors, déjà, la remontée testiculaire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas que les personnes qui pratiquent la contraception thermique qui l'utilisent. Toutes les personnes qui vont internaliser leurs testicules pour des raisons, en fait, de transition de genre, ou que ça leur va pas, en fait, d'avoir des testicules entre les jambes, ce qu'on appelle la pratique du tucking. C'est un truc qui est vieux comme le monde. Donc, les gens vont internaliser les testicules, cacher potentiellement aussi le pénis, pour vraiment que la zone, en fait, soit totalement lisse. Donc, en fait, c'est une nouvelle habitude. C'est comme de mettre un bracelet. C'est comme de mettre une nouvelle paire de pompes. C'est comme de mettre une paire de lunettes. Au début, il faut un petit temps pour s'y habituer. Il y a différentes tailles. Ça prend du coup quelques semaines pour s'habituer, mais en fait, c'est assez rapide. C'est pas du tout gênant. Ça ne doit pas être douloureux. Donc voilà, si jamais c'est douloureux, arrêtez de porter vos dispositifs et allez faire un check-up médical. Donc non, de ce côté-là, en fait, la douleur, elle est dans la tête. C'est les stéréotypes qui vont vous l'apporter. Mais l'internalisation des testicules, ça n'a rien de douloureux, ça peut même être agréable.
Quand tu parles de stéréotypes dans la tête, j'ai envie de dire de refaire un point vers l'éducation sexuelle. Très peu d'éducation sexuelle à l'école, on l'a vu, avec des changements générationnels. Moi, quand j'avais 15-20 ans, il y avait beaucoup de campagnes autour du sida, donc on parlait de sexualité, et notamment à l'école, pour prévenir ça. La génération d'aujourd'hui est quand même beaucoup moins concernée par cette maladie parce que maintenant on sait la traiter, pas la guérir mais bien la traiter. On peut vivre bien avec le sida aujourd'hui, donc il y a beaucoup moins de prévention de ce côté-là. Du coup, où est-ce que les hommes, les jeunes hommes, peuvent s'informer et se créer une culture en fait sur la sexualité? Je vais commencer, Patrick, tu vas continuer. En fait, il y a plusieurs points de contact, mais il n'y en a pas assez. Donc il y a le système d'éducation où normalement, voilà, quand on va à l'école, on devrait avoir des points de contact. Il devrait y avoir une consultation quasiment obligatoire qui est très incitative actuellement pour les jeunes de moins de 26 ans. Il y a une consultation qui est offerte, que ce soit garçon ou fille. Donc il y a moyen d'aller parler en fait avec son médecin généraliste ou un spécialiste en fait de ces questions-là. Il y a les plannings familiaux qui sont en première ligne aussi. Il y a les Cégides qui sont là aussi, des centres de dépistage. Pour le moment, il y a des points de contact, mais il y en a. On a du mal à penser les personnes avec testicules dans ces parcours-là. En général, c'est des offres de soins qui sont aussi assez orientées plutôt pour les personnes avec utérus. Donc, un gars qui va dans un planning familial, c'est pas spécialement évident. Dans un premier temps, en fait. Moi, j'ai beaucoup de gars qui me disent je suis jamais rentré dans un planning familial, je savais même pas que je pouvais y aller, en fait. J'aurais même pas pensé, en fait. Donc, il y a vraiment un temps d'information pour présenter justement ces points de contact et dire aux garçons, oui, vous êtes les bienvenus aussi pour prendre soin de vos parcours en santé sexuelle et reproductive. Je dirais juste multiplication des points de contact, je crois que c'est vraiment la clé, parce que quand on lit par exemple sur le site Amélie ou autre, les interlocuteurs présentés, c'est pour les deux sexes, un médecin généraliste, gynécologue et sage-femme. Donc déjà 2 sur 3 ne sont pas des personnes que spontanément les hommes vont aller voir. Il reste le médecin généraliste. Mes confrères sont souvent peu formés sur les questions de santé sexuelle, ont peur d'aborder ces sujets, aussi pour tout un tas de raisons, parce que ça prend du temps, parce que c'est délicat, ça touche à l'intimité, ils ont peur de mal faire, etc. Donc il y a aussi un énorme enjeu de formation des soignants. Moi, ça fait plus de 15 ans que je forme des soignants de tous bords, de tous horizons, de toutes spécialités, à comment articuler un discours sur la santé sexuelle en quelques minutes. On ne veut pas en faire des sexologues, mais simplement qu'ils puissent répondre à certaines questions de base et orienter vers les bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment clé pour les hommes, parce que les femmes ont peut-être un circuit, en effet, et des points de contact plus diversifiés et plus nombreux. Alors, je rajoute un élément. Au niveau médical, donc, le gynécologue est très très bien identifié. Pour les garçons, quel est le référent au niveau de la zone urogénitale? Médecin généraliste? Urologue? Endocrinologue? Psychologue, sexologue. En fait, la santé des personnes avec testicules, elle a été fractionnée dans le corps médical pour être invisibilisée. Normalement, le pendant du gynécologue, c'est l'andrologue. Il faut savoir que, par exemple, en Belgique, l'andrologie n'est pas reconnue comme une pratique médicale. Ça n'existe pas. Les andrologues belges se sont formés en France. La France reconnaît l'andrologie, mais de manière très très faible. Donc le corps des personnes avec testicules est tout à fait invisibilisé dans le corps médical aussi. Donc c'est compliqué aussi pour les personnes avec testicules d'aller identifier un intervenant avec lequel pouvoir discuter. Et ça devrait changer. Ça, c'est pour la partie médicale, qui est importante, qu'il ne faut pas négliger et qu'il faudrait donc développer pour les garçons, puisque les filles, effectivement, dès les premières règles, souvent, à la puberté, vont consulter un ou une gynécologue assez rapidement, et puis ensuite, il y a un suivi, pas forcément pathologique, hein, avec des rendez-vous réguliers pour vérifier que tout va bien, mais concernant aussi la culture sexuelle, c'est-à-dire ce qu'on fait dans une chambre à coucher, le consentement, les pratiques sexuelles, etc., ça peut se trouver dans des livres, mais c'est pas vraiment dans la liste de lecture de la prof de français. Le porno, à quel point ça peut être un outil, à quel point c'est un problème aussi?
je veux bien commencer sur le porno. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup et c'est important, on a des chiffres, on sait que tous les jeunes ont vu du porno et à des âges de plus en plus tôt, de plus en plus précoces. Un enfant de moins de 10 ans sur 10 a eu accès à des contenus pornographiques. Enfin, on a tous ces chiffres, on les connaît. Et je dirais que le souci, c'est que bon, la pornographie, ça existe de tout temps. Voir des dessins ou des images ou des films de corps qui s'accouplent, c'est pas nouveau. Ce qui vient un peu changer la donne, c'est évidemment l'accessibilité et la facilité d'accès au contenu et la mise au même niveau de tous les contenus. Le fait qu'on ne va pas avoir de hiérarchie sur les pratiques et que tout va être sorti d'un récit et mis sur le même plan. Et ça, du coup, pour notamment le jeune homme, puisqu'on parle des hommes qui va essayer de se faire sa culture érotique ou sexuelle, il va partir du principe que tout ça est sur le même plan, et en plus que les représentations pornographiques qui sont montrées sont la norme, et que donc c'est ça qu'on attend de lui. Et comme il n'a pas de possibilité de relativiser ça avec des interlocuteurs associatifs ou soignants pour la plupart des hommes, il va fonctionner sur ce modèle-là. Avec, en plus, parfois des cercles vicieux, parce qu'il y a des mises en échec. Quand vous vous dites que vous devez être très performant et que vous vous lancez dans votre vie sexuelle et que vous n'êtes pas aussi performant que l'acteur qui arrive pendant 1h30 à faire Tagada de soin. Je veux dire, vous allez du coup vous dire, mais je suis vraiment le dernier des nuls, et donc qu'est-ce que je fais ? Donc est-ce que ça veut dire que c'est ma partenaire qui n'est pas à la hauteur ? Tout de suite un peu le réflexe de se dire c'est l'autre, et tout un cercle vicieux qui peut mener après à des comportements même violents ou ce genre de choses. Donc alors que de la simple éducation, de la simple formation sur ces choses-là aurait peut-être et sans doute pu permettre d'enrayer tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, après, il y a aussi toute la partie réseaux sociaux et influenceurs où il y a du travail qui est fait là-dessus. Et du coup, ça reste un point d'entrée aussi pour les garçons, pour pouvoir s'informer sur ces questions-là. La puissance des réseaux et des influenceurs, à mon avis, elle est là aussi. Et en termes d'éducation et de sensibilisation, je pense que le travail se fait à cet endroit-là aussi. J'ai quand même l'impression que sur les réseaux sociaux, on a plus des comptes de masculinistes qui expliquent comment un homme doit dominer une femme que de garçons qui expliquent comment une sexualité épanouie a lieu. Ou je ne suis pas les bons comptes. En tout cas, on n'a pas la même liste de comptes, ça c'est sûr. Mais alors, de là à compter, à savoir si on a plus d'un côté de l'autre ou pas, je ne suis pas compétent, je ne sais pas. Mais je sais qu'il existe des comptes pour faire de l'information de ce côté-là. C'est sûr que ça ne doit pas être la majorité. Mais en tout cas, une personne qui a envie de chercher, a besoin d'avoir des réponses, ça reste un endroit où elle peut en trouver aussi et de l'information de qualité. Ce que vous disiez à l'instant sur le couple, les relations, où on se demande est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est moi qui suis mauvais ou ma partenaire. Ce qui est intéressant, c'est la notion de couple, parce que dans la contraception, forcément, les deux personnes, les deux sexes sont impliqués. Sur la contraception, moi, en tant que femme, j'ai toujours été mise au courant de ce que je devais faire pour prendre les choses en main, éviter une grossesse ou justement mettre fin à un traitement pour pouvoir passer à une grossesse. Moi, j'ai quand même une petite inquiétude en me disant, je laisse le dossier au mec. Alors, est-ce qu'il va faire ça bien ? Parce que généralement, les courses, il revient, il a oublié les compotes. Donc, est-ce qu'il va pas oublier son anneau contraceptif ? Et deuxièmement, est-ce que j'ai pas envie quand même de garder un peu le contrôle là-dessus ? Alors, le but du jeu en développant la contraception pour les garçons, c'est pas de transférer toute la charge aux personnes avec testicules. Le but, c'est de partager. Historiquement, la contraception a été plutôt aux mains des garçons pendant des siècles. Grâce à l'émancipation des femmes, grâce à l'industrialisation et le fait de pouvoir produire des hormones en grande quantité et de manière artificielle, ça a permis une forme de libération et de maîtrise des personnes avec utérus de leur ventre. Et c'est une très bonne chose. Et il y a eu un panel et une diversification en fait, des possibilités pour les personnes avec utérus très importante. Il y a à peu près 13 méthodes. Et c'est très 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 bien comme ça. Mais le truc, c'est que comment choisir si on n'a pas la capacité de refuser aussi à un moment donné de porter entièrement la charge ? Comment choisir si on ne peut pas déléguer à un moment donné tout ou partie, en fait, à l'autre, à son partenaire ? C'est ça le truc. Le choix, il repose là aussi. Le choix de ne pas vouloir à un moment donné prendre de contraception pour plein de raisons et de vouloir que ce soit son partenaire qui porte cette charge-là.
Le but du jeu de la contraception, de la manière dont on la développe, c'est de toute façon qu'elle se développe en étant légèrement médicalisée et avec des outils de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un feedback. C'est ça qui est super intéressant sur la contraception masculine de manière générale, c'est que les garçons qui utilisent ces méthodes, ils vont faire des spermogrammes régulièrement, tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, ils vont aller vérifier, attester qu'ils sont en dessous du seuil contraceptif. Et ça, c'est un gage de confiance par rapport au fait d'avoir oublié les compotes, en tout cas. Voilà. Et donc ça vient engager la confiance. Mais ce qu'on voit dans les études, c'est qu'il y a bien 20 à 25% des couples dans lesquels, en fait, la contraception est partagée. C'est-à-dire les personnes avec utérus n'ont aucune envie de lâcher la main de leur contraception, et c'est une très bonne chose. C'est pas parce que monsieur se met à la contraception que madame doit arrêter la contraception, parce que madame peut avoir besoin d'une contraception pour plein de raisons. Et c'est là où ça se joue. Mais oui, c'est très très important voilà, ça va être sur le partage et l'équité. Et ça ne peut être que comme ça, en fait. Juste peut-être, je crois qu'on peut préciser quand même que la pardonnance de l'anneau est plutôt bonne. C'est-à-dire que si on le porte un jour 13 heures au lieu de 15, je crois que c'est pas non plus dramatique. Mais ça, on va pas trop le dire trop fort. Mais par rapport à d'autres méthodes, il me semble que c'est quand même pas un drame, et ça c'est quand même important, ça peut te rassurer, Laure. Et puis je me permets une hypothèse, est-ce que c'est pas une forme d'intériorisation de la déresponsabilisation des hommes, ton inquiétude? C'est-à-dire qu'il y a tellement cette idée que ça doit reposer sur tes épaules, hein, je te prends comme modèle féminin parmi nous trois, que du coup tu peux pas t'empêcher de te dire les hommes vont pas en être capables parce que ça doit être quand même dans mon panier à moi, quoi. C'est vrai qu'il y a cette dimension de se dire j'ai toujours été responsable de ça, et s'il y a une grossesse c'est moi qui la porte, et s'il y a une fêlée derrière c'est moi qui vais devoir m'y coller. Et il est possible que monsieur ne m'accompagne pas parce qu'en fait ce soir-là il y a je sais pas quoi, et que de toute façon il n'a pas besoin d'être là pour me tapoter sur la main. Bon, donc il y a ce côté-là, inquiétude, mais il y a aussi le fait qu'il y a eu une surmédicalisation d'une certaine manière du corps des femmes, que les hommes, en tout cas les hommes de ma génération, n'ont pas eu accès à ces informations que tu délivres donc dans le cadre d'entreprises, de séminaires. Il faudra que tu nous en parles un petit peu d'ailleurs, s'il te plaît, Maxime. Et puis, et que moi, traîner mon mari, je suis mariée, que je traîne mon mari chez un psychologue, chez un sexologue, ou chez quiconque va lui regarder le pénis d'un peu près, faudrait que je lui sorte un argument massu qui ressemblerait à une arme dangereuse, quoi. Mais en fait, j'ai le sentiment qu'il faut travailler sur 2 plans en parallèle, c'est-à-dire vraiment sur faire monter les hommes à bord, par tout un tas de points de contact possibles, et l'anneau en est un formidable, je trouve. On échangeait là-dessus juste avant, sur le cancer du testicule chez l'homme, qui est quand même le premier cancer chez l'homme de moins de 30 ans. C'est quand même incroyable que ce ne soit pas un point de contact, que tous les hommes n'aillent pas se faire palper les testicules régulièrement chez leur médecin lorsqu'ils ont en gros entre 20 et 30 ans. Ça devrait être quasiment un dépistage organisé, et ça n'a pas lieu, et ça serait une formidable opportunité de parler sexualité. Donc il faut travailler sur la multiplication de ces points de contact, mais en parallèle aussi avoir des méthodes, je dirais, d'empowerment aussi pour les femmes, parce qu'on n'oublie pas aussi dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de pays, où malgré tout, les femmes doivent trouver des outils aussi pour pouvoir s'affranchir du diktat des hommes. Je pense à la prévention du VIH, où on va avoir bientôt un traitement injectable 2 fois par an qui prévient le VIH, et qui va permettre aux femmes, enfin, de prendre en main la prévention du VIH, là où les hommes refusent parfois de mettre des préservatifs pour éviter la transmission. Démultiplier les points de contact et démultiplier aussi les sources d'information et de formation et de sensibilisation. Vous connaissez tous l'autogynécologie, c'est dans le langage commun. L'auto-andrologie, par contre, pas du tout. Pourtant, un garçon, une personne avec des testicules, devrait se palper les testicules très régulièrement, s'observer dans un miroir. Exactement. Il y a ce temps-là d'observation, en fait, et de réappropriation de connaissance de son corps. C'est des temps vraiment importants pour une personne avec testicules. Et c'est toujours compliqué de s'approcher de cette zone-là, en général, pour une personne avec testicules. Voilà. Alors qu'il y a des outils assez simples, il y a des cliniques qui ont développé des vidéos, ils sont allés assez loin pour dire, allez-y, en fait, auto-formez-vous, en fait. Voilà. Qui se palpe les testicules dans la salle, là? Les garçons. Qui se palpe une fois par mois ou se regarde dans un miroir? Ah, bien. Bien. Ah ben, les autres, vous savez ce que vous allez faire ce soir. Et on peut demander de l'aide. Je voudrais poser une dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses avec le public.
à quel point est-ce que le politique doit s'impliquer dans ces questions? Est-ce que ça doit être une volonté politique qui dit qu'à un moment, les garçons doivent, une fois par an, rembourser par la Sécu, de même que les femmes, à partir d'un certain âge, reçoivent un papier de la Sécu pour aller faire une mammographie dans le dépistage du cancer du sein? Est-ce que, par exemple, il faudrait dire les hommes, une fois par an, à partir de l'âge de 18 ans, devraient aller voir un sexologue, andrologue ou autre spécialiste? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui seraient intéressantes? Alors, en gros, oui, il faut que le politique s'engage et il faut des modèles positifs et un plaidoyer fait par des personnes qui ont une autorité. En France, je ne suis pas capable, mais c'est peut-être une erreur de ma part ou une omission, de citer vraiment un homme politique qui s'engage là-dessus, sur la place des hommes dans la santé sexuelle et reproductive. J'ai beaucoup de noms de femmes, j'ai pas de noms d'hommes qui me viennent spontanément. Quand on regarde des initiatives qui ont été faites sur le plan international, par exemple par l'ONU Femmes, le He for She, donc l'engagement des hommes pour qu'ils soient à bord, pour réclamer eux-mêmes l'égalité homme-femme aussi sur ce plan-là, on a des grands noms, des dirigeants de pays, le président de l'Espagne, de l'Irlande qui sont engagés. Ça serait bien qu'en France, on ait aussi comme ça des modèles qui s'engagent, qui montrent le chemin. Ouais, alors la France, en termes de politique, c'était pas top sur justement les pratiques contraceptives ou avortives. C'était quand même très très compliqué. On arrive d'une longue période pronataliste. Enfin, ça a été violent en France. Très clairement, je pense qu'il faut pas trop attendre des choses du politique d'en haut. La politique, c'est nous et elle se fait maintenant, en fait. Donc c'est en fonction des choix que vous allez faire maintenant que vous allez faire votre propre, en fait, politique. C'est à vous de vous représenter vous-même. N'attendez pas trop que ça arrive d'au-dessus, ça n'arrivera pas, en fait. Il y aura des politiques incitatives de temps en temps, mais très peu. Mais prenez les choses en main, vous, c'est maintenant. Justement, Maxime, donc toi, tu fais de la prévention, tu organises des réunions où tu vas parler à des hommes, expliquer ton système. Est-ce que tu peux nous dire à qui tu t'adresses et dans quel cadre? Alors, je parle dans différents cadres. Une partie de mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui se mettent à ce type de contraception. Donc en gros, les garçons qui vont s'y mettre, on va potentiellement discuter ensemble à un moment donné. Donc on est dans du cadre consultation privée pour limiter les risques. Il y a de la consultation de groupe. Je fais des permanences tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Vous êtes toutes et tous les bienvenus aussi. C'est des temps d'information et de sensibilisation, de partage des connaissances et de mise en relais. Et moi, je vous trouve de la ressource aussi localement. J'interviens aussi auprès des professionnels dans les facultés de médecine. J'interviens aussi auprès des chercheurs, beaucoup, parce que j'ai mis en place une plateforme solidaire sur laquelle il y a vraiment tous les travaux de recherche qui ont été faits sur ces sujets-là. Et donc, j'accompagne une bonne partie des chercheurs sur ces questions-là, parce qu'il faut savoir que la recherche est restée en berne pendant très longtemps sur ces sujets-là. Et maintenant, on est passé de une thèse qui est faite tous les 5 ans à plus de 30 à 40 thèses par an, en fait, qui sortent sur ce sujet. Donc on est en train de faire de la connaissance là-dessus, justement du rapport aux hommes, est-ce qu'on les inclut ou pas dans les parcours de santé sexuelle et reproductive, quelle place ils doivent avoir, etc. etc. C'est très très important et c'est en train de se développer petit à petit. Donc j'interviens à différents niveaux, j'interviens aussi sur la production des anneaux, vu que je tente d'amener ce dispositif à avoir le CE. Je suis moi-même accompagné par une coopérative qui a été co-créée, qui accompagne les porteurs de projets comme moi pour passer le plafond de verre financier et temporel en fait que représente un certificat européen et donc faire ce que les firmes pharmaceutiques ne font pas, c'est-à-dire développer à leur place des dispositifs en tentant d'inverser la cadence et donc de forcer les firmes pharmaceutiques à s'y mettre une fois qu'ils commenceront à perdre des parts de marché. Vous pouvez être sûr que quand l'anneau sera certifié, il y aura plein d'autres dispositifs qui vont arriver parce qu'en fait, il y a bien une dizaine de méthodes de contraception qui dorment dans des tiroirs et qui ne sont pas développées simplement parce que par désintérêt financier. Voilà, c'est pour ça. Donc j'interviens à plusieurs niveaux et j'interviens à essayer, à ma petite échelle, à aussi faire un tour d'Europe en bateau et par d'autres manières pour sensibiliser et décloisonner et sortir cette connaissance de France parce que, bah voilà, faut vous dire que aux Pays-Bas, ils la connaissent pas. Ils en ont jamais entendu parler en 2024, encore. Les Belges, ils ont découvert la méthode en 2020. Bon, ils ont rattrapé le retard. En 4 ans, ils ont dépassé la France en termes d'action et de mise en place. Mais voilà, les Suisses, c'est pareil. Ils ont découvert ça en 2020. Donc, il y a vraiment une fracture, en fait. Et cette connaissance, elle est restée tellement dans un entre-soi et encloisonnée en France qu'il y a un besoin, en fait, d'informer tout le monde. C'est pas possible, en fait, de laisser les gens dans ces non-choix, en fait. Voilà. Au moins que les gens aient la possibilité de choisir.
Bon, la politique, c'est aussi ici et maintenant. Alors, on va vous passer le micro à vous dans la salle parce que vous avez probablement de très nombreuses questions sur ce sujet. S'il y a quelqu'un qui se manifeste, un premier courageux, une première courageuse, pour poser des questions techniques sur la contraception masculine. Bonjour et merci pour vos interventions. Qu'est-ce qu'il en est de la contraception hormonale masculine? Quels sont les essais et les possibilités? Parce que j'ai entendu parler aussi d'injections qui pouvaient durer sur du long terme, pas forcément autorisées pour l'instant en DNA aux États-Unis, je ne sais plus le nom, mais en tout cas, où ça en est? Quelle perspective on peut avoir? Alors, la contraception hormonale pour les garçons, c'est vraiment l'arlésienne. Ça fait des dizaines d'années qu'on vous l'annonce. Tous les 6 mois, les médias sortent un papier disant « Ça y est, on a trouvé, c'est arrivé, ça va arriver ». En fait, ça n'arrive jamais. Où est-ce qu'on en est réellement? On en est à des injections de testostérone 200 mg une fois par semaine. Ça, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché de la molécule en tant que telle. Par contre, il y a des recommandations de l'OMS en ce sens. C'est-à-dire que l'histoire de la contraception hormonale pour les garçons, elle s'est faite à l'inverse de la thermique. Ils sont d'abord passés par l'OMS en espérant que par le poids de l'OMS, les institutions après gouvernementales agissent et que les différents pays mettent en place les protocoles. Cette méthode n'a pas fonctionné en fait. La thermique, c'est l'inverse. On est parti de la société civile et petit à petit ça monte. Donc actuellement, les gens qui veulent pratiquer l'hormonal, ils peuvent le faire. C'est des circuits courts par contre de 18 mois. Normalement, on ne peut pas les doubler ou les tripler, mais on peut s'arranger. Il y a quelques personnes qui ont réussi à la pratiquer pendant 4 années. C'est des produits qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, donc une injection c'est 8 €. C'est une intramusculaire, donc c'est une longue aiguille qu'on injecte dans un muscle. Ça se fait, c'est pas non plus catastrophique. Ça demande une batterie de tests parce que ça va provoquer des altérations au niveau du bilan sanguin, par exemple, enfin comme tout perturbateur endocrinien dans un corps. Mais c'est tout à fait faisable et il faut passer par le CHU. En gros, votre médecin généraliste vous oriente vers le CHU et le centre d'uro ou d'andro du CHU, et de là en fait ils mettent en place la méthode. Les CHU sont vraiment montés à bord de cette aventure de redéploiement de la contraception, donc c'est de plus en plus possible et vous aurez de moins en moins une porte fermée de ce côté-là. La chose qui sera beaucoup plus pérenne et qui arrive aussi, c'est la Nestorone. La Nestorone, c'est quoi? C'est un gel, donc c'est du transdermique qu'on vient s'appliquer plutôt sur l'épaule. Ça a été testé, c'est en phase 2B aux États-Unis, donc il y a eu une énorme étude multicentrique qui a été faite, il y a les résultats qui sont tombés il n'y a pas très longtemps, et tout le monde, les usagers en sont très contents, tout le monde en est très content. Par contre, il n'y a pas du tout encore d'autorisation, et la FDA, au niveau des États-Unis, n'a pas du tout donné d'accord encore en ce sens-là pour une autorisation de mise sur le marché. Pourtant, en fait, tout est là pour que ça puisse se développer, mais pour le moment, c'est plutôt la FDA qui bloque. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pareil. La contraception hormonale, si vous voulez la pratiquer, demandez-la, en fait. Demandez et vous pourrez pratiquer. Voilà. La thermique, c'est pareil. Demandez, vous pourrez pratiquer. Et on la demande à qui alors? Vraie question. Vraie question. Je ne saurais pas vers qui m'orienter. Médecin généraliste. C'est le médecin généraliste votre point d'entrée sur ça. Après, pour en parler, pour discuter avec des usagers, déblayer un peu le terrain, c'est pas mal de passer par le planning familial. Les CGIT sont de mieux en mieux équipés aussi pour accompagner sur ces questions-là. Voilà, il faut qu'il y ait quand même un petit versant médical parce qu'il va falloir faire une consultation précontraceptive pour voir si la personne est éligible à la méthode. Donc ça demande une petite médicalisation. Mais voilà, un médecin généraliste, c'est le bon point de contact pour commencer. Les médecins généralistes ne prescrivent pas les anneaux ou les jockstraps parce qu'ils ne sont pas encore des dispositifs médicaux reconnus en tant que tels. Par contre, ils prescrivent des spermogrammes, des bilans sanguins. Ça, c'est tout à fait faisable, c'est dans le rôle propre du médecin. Donc un médecin qui vous dit non, j'ai pas le droit, c'est pas vrai. Mais les médecins ont ce qu'on appelle une clause de conscience. Et donc cette clause de conscience permet aux médecins d'accepter ou de refuser de suivre une personne en fonction de ses pratiques personnelles. Mais votre médecin, s'il refuse de vous accompagner, est dans l'obligation de vous orienter. S'il ne le fait pas, c'est une faute professionnelle. Voilà. Donc normalement, votre médecin généraliste est tout à fait OK pour pouvoir vous accompagner. Il y a de plus en plus de formations pour les médecins généralistes, les uros, les andros, pour pouvoir accompagner au mieux les patients dans ces démarches-là. Il y a le Collège de médecine générale de France qui s'est positionné, qui a sorti des recommandations. C'est le premier consortium de médecins qui a osé émettre des recommandations sur la thermique, sur l'hormonal. Donc ça commence à sortir petit à petit de l'ignorance et du tabou. Donc voilà, point de contact, médecin généraliste.
Non, tu as vraiment tout dit. La seule chose, non, mais c'est très bien dit. J'aurais vraiment fait moins bien. Le seul truc qui m'amuse moi dans les congrès d'Uro, c'est que vraiment, mais encore maintenant, toutes ces inquiétudes de ces hommes sur l'impact de ces traitements sur la fonction sexuelle, mais est-ce qu'on va pas entraîner des choses inquiétantes, alors notamment sur l'érection, ça revient tout le temps. On s'est jamais trop posé ces questions-là, bizarrement, sur les hormones féminines, hein. Mais alors là, sur la testo, la vache, qu'est-ce qu'il y a comme angoisse, hein. Et encore maintenant, moi je suis sidéré, hein. Ouais, complet. Et puis, en fait, il faut regarder le développement qu'il y a eu par rapport au Viagra. Le Viagra qui est sorti, qui a été mis sur le marché en très très peu de temps, parce que là, il y avait un problème de trouble érectile, donc c'était important. Par contre, la contraception et de se responsabiliser par rapport à son sperme, là, ça l'est pas. C'est très très questionnant, quand même. Voilà quoi. Mais on sait que de toute façon, la médecine est quand même très inégalitaire encore entre les corps des hommes et les corps des femmes. Les recherches sont faites sur les corps des hommes, les posologies sont calculées sur les corps des hommes. Et il y a très peu de recherches qui sont faites directement sur les corps des femmes. Or, on sait que le cycle féminin, c'est quand même une majeure, un élément majeur de changement de la physionomie, de la morphologie, de tout un tas de trucs qui pourraient influencer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un peu, les hommes de la salle là sont bien silencieux et vous êtes quand même les premiers concernés. Est-ce que vous n'avez pas envie d'en savoir un peu plus sur les méthodes de contraception? Ça veut dire qu'on a été super complet, qu'on a répondu à toutes les questions avant même que quelqu'un se les pose. Et ça, c'est formidable. Bonjour. Je voulais juste demander pour le Valsagel, vous n'en avez pas parlé, je crois, où ça en est aussi, pareil. Merci. Ouais, alors Vasagel, historiquement, c'est une invention indienne qui s'appelait le Rizug. Ça a été plus ou moins racheté par les Américains et la fondation Bill Gates. Ça s'appelle le Vasalgel. L'idée, c'est de mettre dans les canaux déférents, donc là où vont passer les spermatozoïdes, un bouchon, en fait. Et ce bouchon peut se dissoudre avec une solution. Sur papier, c'est très bien. Et ça, en gros, ce serait une sorte de vasectomie réversible pour le coup, en fait. Voilà. Le problème, c'est que tous les tests ont été faits en termes d'efficacité et bizarrement, la réversibilité, pas. Et on est sur la réversibilité sur plutôt encore du primate, donc on est encore assez loin de l'homme. Et ça a l'air de coincer, en fait, sur la réversibilité. Donc le Vasalgel, c'est pas près d'arriver. Voilà, probablement qu'en fait ça va laisser des séquelles au niveau du canal déférent, parce qu'il faut savoir que le canal déférent en fait c'est un petit tuyau mais super fragile, et le fait justement d'aller injecter à l'intérieur un produit, ça vient le stresser, donc potentiellement ça va le sténoser, ça va réduire un peu la lumière du canal, et donc même si on arrive à dissoudre la solution, il est probable que ça réduise un petit peu en fait la quantité réelle de spermatozoïdes à l'éjaculat. Donc voilà, donc ça va arriver peut-être, mais dans un futur très très lointain. Ce qui va arriver assez vite par contre, c'est les méthodes enzymatiques. Ça va être des pilules pour le coup. Il n'y aura jamais de pilule hormonale pour un garçon parce que la testostérone ne passe pas la barrière hépatique. Voilà, faut le savoir. On peut pas bouffer de la testostérone, ça marche pas. C'est pour ça qu'on se l'injecte en intramusculaire ou en transdermique. Par contre, les enzymes, oui. Les enzymes, ça peut fonctionner et il y a différentes voies là-dessus. Donc des perturbateurs enzymatiques qui vont aller en fait saturer le testicule et en fait empêcher le développement du spermatozoïde. Ça, c'est en bonne voie, mais ce ne sera pas avant 10 ou 15 ans, quoi. Voilà. Il y a toutes les méthodes thermiques qui reposent du coup sur la remontée testiculaire, sur l'exposition à des chaleurs aussi exogènes. Ça se développe. Les Allemands travaillent sur le système d'une pince, en fait, qui viendrait tenir une sorte de pince à œuf, qui viendrait tenir le testicule et pour chauffer uniquement en fait l'épididyme, qui est le réservoir. Il y a des techniques par ultrasons aussi qui pourraient être développées, mais qui sont encore dans les tiroirs. Il y a le BIMEC. Le BIMEC, c'est une invention allemande. Pareil, le mec, ça fait 20 ans qu'il est sur le coup avec sa super invention, c'est un interrupteur qu'on met sur les canaux déférents. C'est génial. Du coup, c'est un interrupteur, donc c'est un one-off. On peut l'ouvrir ou le fermer. Donc si on a envie d'avoir un enfant, on ouvre. Si on n'a pas envie, on ferme. Et c'est plutôt super. Mais par contre, pareil, désintérêt de tout le monde, voilà, donc pas d'argent. Et le truc n'est pas développé. Il est la seule personne à avoir testé lui-même. Enfin, il porte lui-même son propre produit. Mais voilà, personne n'a accepté de l'accompagner. Et c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau, quoi. Juste, il a lâché l'affaire. L'invention de la pince dont je vous parle, là, en Allemagne, c'est pareil. C'est un groupe de personnes. Ça fait 10 ans qu'elles travaillent dessus dans leur garage.
pour le moment, voilà, ça va se développer là parce que les Allemands ont mis de l'argent sur la table. Ils ont une politique incitative assez importante en santé sexuelle et reproductive, à la différence de la France. Ils ont mis 20 millions sur la table sur ces questions-là. Donc peut-être que cette pince arrivera aussi sur le marché. Et voilà. Après, en termes de méthode de contraception, vous avez quand même la capote, qui reste l'élément principal pour MST-IST. La vasectomie, qui n'est pas une méthode de contraception et qui est une méthode de stérilisation, que les choses soient bien claires. Le degré de réversibilité n'est pas assez important pour considérer que ce soit réversible. Vous pouvez conserver des gamètes au frais. C'est accessible à partir de votre majorité. Légalement, à partir de 18 ans, si vous avez envie d'avoir une vasectomie, vous êtes en droit de l'avoir. Donc pareil, faites valoir ce droit ou faites-vous aider pour trouver des personnes qui pourront vous accompagner dans cette démarche-là. Conserver des gamètes au frais pour se dire je vais avoir un enfant plus tard, oui, mais attention parce que derrière ça veut dire parcours PMA, donc surmédicalisation de la partenaire, et c'est pas super sympa comme parcours pour accéder à la parentalité. Donc ça se pense bien à deux, cette option-là. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des trucs. Hein. Juste peut-être, excuse-moi, un commentaire sur l'adoption des méthodes. Parce que là aussi, je me dis parfois que de l'information basique favorise l'adoption des méthodes. Il y a quand même des hommes qui se disent mais si j'ai mes testicules qui fonctionnent plus bien, je vais plus éjaculer, je vais avoir un éjaculat avec un volume très réduit et ça les inquiète, etc. Donc des fois, leur expliquer que plus de 90% du volume de l'éjaculat vient d'organes internes. Bah oui, mais messieurs, on a nous aussi des organes internes qui sont absolument essentiels. Du coup, ça les rassure parfois de leur dire ça et de leur dire non, vous inquiétez pas, vous allez continuer à éjaculer comme avant. Ouais, exactement. Hein. Les spermatozoïdes, c'est 2 à 3% de l'éjaculat. Le reste, c'est de la flotte et c'est des unités support, en fait. Donc, en gros, un sperme d'une personne vasectomisée ou d'une personne qui n'a pas eu une vasectomie, en fait, c'est le même. Hein. À la couleur, à l'odeur, ça va rien changer du tout. Pareil, les méthodes thermiques n'ont pas d'impact au niveau hormonal. Donc, il va pas y avoir de variation ou de troubles érectiles. Voilà, s'il y a des troubles érectiles, c'est qu'il y a d'autres raisons derrière. Donc, voilà, au moins la méthode thermique, on est sur des choses ultra soft et qui sont assez chouettes parce que la personne produit elle-même l'énergie nécessaire pour faire sa propre contraception. Ça repose sur la chaleur de son corps. C'est juste génial. Les personnes peuvent acheter des dispositifs dans le commerce. C'est vendu comme des objets décoratifs qui sont fabriqués dans des forges d'Uranus. Parce que pour le moment, la police sanitaire n'a pas spécialement envie de voir ce genre de dispositif tant qu'il n'est pas certifié européen. Donc ça reste un jeu un peu compliqué. Mais il est tout à fait aussi possible de fabriquer soi-même ces dispositifs. Avec une bête machine à coudre, vous pouvez pas fabriquer des jockstraps, vous avez des tutos en ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accessibilité par les outils, quelles que soient les manières dont vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ce n'est plus un frein. C'était un frein dans les années 2000, ça l'est plus. Bonjour, alors merci pour cette discussion super intéressante. En fait, vous avez déjà un peu répondu à la première partie de la question qui était quelles sont les alternatives à l'anneau en termes de contraception thermique. Mais j'en avais une autre, c'était plutôt sur la contraception thermique toujours. Est-ce qu'il faut porter donc, les dispositifs donc, sur 15 heures continues et est-ce que le faire en discontinu, ça change fondamentalement les résultats ? Alors, il y a un protocole médical qui a été fait dans les années 90 à peu près. On se base tous là-dessus, mais le protocole médical est assez contraignant. Et il est bien pour des essais cliniques. Donc, en gros, on se lève le matin, on met son dispositif, on l'enlève 15 heures après. Voilà, c'est ça le protocole. On n'a pas pu en tester d'autres, parce qu'en fait, un essai, c'est un protocole, un dispositif. Donc si on devait tester toutes les variantes, ce serait pas possible. Donc c'est ce qui va rester. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thermosensibilité est vachement individuelle. C'est-à-dire le rapport à la chaleur n'est pas le même d'une personne à une autre. Donc les 15 heures, tu peux les penser vraiment comme tu veux. Le but du jeu, c'est que tu les mettes dans ta journée et que ça t'embête le moins possible. Et que ça devienne en fait une routine. Peu importe que tu le portes le jour, la nuit, en continu, en fractionné, au début, peu importe. C'est le spermogramme à 2 à 3 mois qui va dire, en fait, comment ta routine va fonctionner pour toi et est-ce qu'elle va être assez efficace pour atteindre le seuil contraceptif. Et c'est en fonction de cet élément-là que tu réajusteras ta pratique, en fait. Donc, pour le moment, sens-toi libre, en fait, de mettre en place, si tu désires le pratiquer, de choisir l'outil que tu veux et de répartir tes 15 heures comme tu le souhaites. Par contre, tiens-toi à peu près à 15 heures. C'est pas 15 heures et 1 minute, c'est entre 14 et 16 heures, c'est une médiane, hein, que les choses soient claires. Voilà, mais c'est, voilà, à peu près 15 heures, 3 mois,
check ta routine et en fonction, tu réajustes les paramètres pour atteindre le seuil contraceptif et donc être en dessous de 1 million par millilitre, qui est le seuil contraceptif pour toutes les contraceptions dites masculines, sauf pour la vasectomie où le seuil est de 100 000 spermatozoïdes, tous immobiles. Voilà. Bonjour. Je me demandais, est-ce qu'il y avait un indice de Pearl et c'était combien? Alors oui, mais il est officieux. L'indice de Pearl, on va le calculer à partir de 2026 en faisant un essai clinique d'efficacité multicentrique sur un peu plus d'une centaine de personnes. Un indice de Pearl, il se fait sur une étude bien spécifique, en fait. Et pour le moment, on l'a pas. Ouais, l'indice de Pearl, c'est l'efficacité de la contraception, en fait. Par exemple, le retrait, c'est de l'ordre de 20% d'efficacité, la pilule de 99% d'efficacité. C'est à ça que ça correspond à peu près. Ouais, voilà, c'est le nombre de grossesses qui vont être provoquées sur une femme pendant 100 ans ou sur un an sur 100 femmes, en fait. Voilà. C'est le risque, en fait, qu'il puisse y avoir une grossesse. Aucune méthode de contraception n'est efficace à 100%. Le risque zéro n'existe pas. Que les choses soient bien claires. Donc l'indice de Pearl, on a des officieux et il est largement à plus de 99%. Mais vraiment largement. Là, il y a plus de 20 000 usagers maintenant de la thermique dans le monde, principalement en France. Et on est à... Ouais, c'est ça, mais largement plus de 99%. Les grossesses qu'il y a, elles arrivent au début, sur les 3 premiers mois, la personne n'est pas contraceptée, elle va prendre des risques. Voilà. C'est là qu'il va y avoir des grossesses. Mais quand la personne est en dessous d'1 million, pas de grossesse. En tout cas, pas beaucoup. En tout cas, voilà. Donc plus de 99%. Et de toute façon, il y a des spermogrammes tous les 3 mois pour vérifier le taux. Donc normalement, c'est bien encadré quand même. On est à 45, c'est la fin. Dernière question, c'est maintenant. Si vous en avez plus, vous avez quand même ces 2 jeunes hommes qui sont des spécialistes de la question qui pourront vous répondre backstage. Merci beaucoup, Maxime Labrite, et merci beaucoup, Dr Patrick Papazian. Merci à vous d'être venus, et surtout aux hommes qui sont venus écouter et participer pour partager la charge contraceptive. Merci à vous. Et merci Laure, merci. Merci Laure.